Salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu des nouvelles technologies. L'Europe veut mettre en place un indice de réparabilité sur nos appareils. L'Angleterre veut réguler les GAFA et lutter contre les déchets électroniques. Et puis la France, de son côté, qui les taxe, les GAFA. L'Italie qui condamne même Apple au tribunal. Les temps sont durs pour les géants de la tech. Et l'actualité de cette semaine, c'est aussi de la crypto-monnaie. Le Diem remplace le Libra et devrait sortir début 2021. Et le Bitcoin ainsi que l'Ethereum s'envolent. On parlera aussi de portage de plateforme. Allez, un peu de Windows sur les Mac M1, peut-être demain. M1, demain, on l'avait pas faite celle-ci encore. Des apps Android sur tous nos PC et même la Xbox qui va peut-être s'avérer, tenez-vous bien, machine à émulation ultime. On va voir ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile enthousiaste. Et puis pour parler de tout ça, je retrouve notre expert tech absolu qui est à l'information tech, ce que Harry Potter est à Poudlard, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Salut, bah écoute, oui, je ne sais pas alors, mais qui est celui dont on ne parle pas? Qui est celui dont on ne donnera pas son nom? On donnera pas son nom, qui est peut-être qu'il habite qu'au Québec et qu'il est bardu, mais on parlera ça d'une autre fois. Non, ce serait plutôt Hagrid, Pierre Olivier, du coup, avec ses grandes bras. Bon, bref. Ah oui, c'est vrai. Les avis Apple Podcast, Guillaume, ça ne s'arrête plus maintenant. Il y a même Marie Marquette qui a déposé un commentaire sur Apple Podcast en disant le meilleur podcast tech. Bon, on va pas tourner autour du pot, dit-elle, c'est tout simplement le meilleur podcast sur la tech. Le ton est bon, sans prise de tête, le rythme est là. On se sent comme à la maison avec un petit verre de vin rouge. Alors oui, il y en a bien d'autres, plus accessibles ou bien plus techniques, quoique des fois ça rentre dans le dur. Bah oui, je la remercie quand même de rappeler ça. Mais non, personne, je ne dis personne n'arrive à la cheville de Tech Café. Et c'est pas faute d'écumer et d'écouter encore la plupart des podcasts tech de la toile. Ça se dit encore? Continuez les gars, vous assurez. D'ailleurs, si je peux me permettre une suggestion, ouvrez votre micro à ces dames si vous en avez l'occasion. Écoute Marie, oui, tu as raison. J'ai lancé quelques bouteilles à la mer. J'espère qu'on aura l'occasion effectivement d'avoir des voix féminines. C'est à moi de peut-être plus être proactif là-dessus et j'ai bien retenu le message. En attendant, je ne peux que vous inviter à rejoindre notre page Patreon, patreon.com/techcafé. Vous êtes plus de 200 maintenant à faire partie de la communauté qui bénéficie entre autres d'un flux privé du podcast garanti pour toujours 100% sans pub, le chapitrage des émissions et des accès à des chambres de discussion sur notre serveur Discord exclusive. Alors merci beaucoup à Gauthier Baudet, Renaud Joly et Baptiste A qui soutiennent l'émission. Et puis de toutes les manières, que vous souteniez Tech Café ou pas, venez de toute manière prendre part à nos conversations sur notre serveur Discord, entre vous ou avec nous, avec des discussions qui sont bien catégorisées maintenant. C'est le gros avantage de Discord, on a des catégories, vous pouvez même aller regarder uniquement celles qui vous intéressent. Je peux vous garantir en tout cas que l'ambiance est excellente, très respectueuse, avec les discussions assez intéressantes. Il y a même des recommandations de livres, d'avis de jeux vidéo. Allez jeter un coup d'œil. Merci aussi à Mathieu qui anime le compte Instagram de Tech Café depuis quelques jours avec des news justement quotidiennes en quelques secondes. Donc si jamais vous en avez pas assez du podcast et que vous voulez un petit peu d'actu tech, parfois même immédiate, très chaude de la journée même, allez vous abonner à Tech Café Podcast sur Instagram et vous aurez des actus en live, sans autre forme de procès. On enchaîne donc avec nos news. On va parler de l'Europe et de sa relation avec les GAFA, avec les géants de la tech. Alors bon, ça donnait l'impression que je les plaignais dans l'intro, Guillaume, en disant que c'était des temps difficiles pour eux. Bon, allez, on va équilibrer un petit peu les choses. Il est temps aussi de pouvoir encadrer ces activités, de pouvoir les remettre à l'aune de notre société. Alors qu'est-ce qui se passe? On va se pencher sur ces sujets-là, avec notamment l'Europe qui a voté pour le droit à réparer et qui veut donc proposer à ce que les constructeurs, quand ils nous fournissent au hasard un smartphone demain, il y a une étiquette qui nous dise s'il sera facile ou pas de réparer cet appareil s'il tombe en panne plus tard, Guillaume. Ben oui, il y a quelques nouvelles règles, quelques projets comme ça qui vont arriver en Europe, enfin en Europe et au Royaume-Uni, puisque maintenant il faut faire une différence. Alors tout d'abord, le Parlement européen a voté très largement effectivement en faveur du droit à réparer, donc c'est pour élaborer et introduire un étiquetage obligatoire pour fournir aux consommateurs des informations claires, immédiatement visibles et faciles à comprendre sur la durée de vie estimée et la réparabilité d'un produit au moment de l'achat, je cite. Un peu comme les courbes qu'on a pour la consommation énergétique de A à F des produits, quoi. Exactement, ouais, c'est exact. Donc à partir de janvier 2021, il y aura un affichage de l'indice de réparabilité des smartphones, des ordinateurs portables et d'autres produits d'ailleurs, sera obligatoire en France. D'ailleurs, l'Autriche baisse la taxe sur les services de réparation et subventionne les réparations des consommateurs. Et d'ailleurs, ça vient d'un souhait des consommateurs eux-mêmes, puisque d'après un sondage mené
récemment par l'UE, 77% des citoyens européens préfèrent réparer leurs appareils plutôt que de les remplacer. 79% pensent que les fabricants devraient avoir l'obligation légale de faciliter les réparations. Donc c'est une excellente nouvelle, prolongée par un projet de révision aussi d'ailleurs du droit à la propriété intellectuelle et des brevets, qui couvrira aussi la lutte contre la contrefaçon. Alors le but c'est d'empêcher un usage contre-productif des brevets et de la propriété intellectuelle en temps de crise, comme celle qu'on vit, être empêtré sans fin dans des discussions ou carrément des procès sur des clauses de brevets, comme c'est le cas par exemple entre Daimler et Nokia pour des technologies mobiles. Évidemment, l'un veut une licence globale, l'autre insiste sur un pourcentage pour chaque voiture. Puis pendant ce temps, les vrais produits sont bloqués, et puis la concurrence avance, donc voilà, un nouveau système simplifié et unifié pourrait entrer en vigueur en 2022, si tout se passe sans accroc, donc bon, en fait on verra en 2025 probablement, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et puis bon, du côté anglais, il y a aussi effectivement du nouveau, puisque l'Angleterre veut créer une nouvelle instance qui s'appellera la Digital Market Unit, qui sera une unité de la CMA, donc de la Competition Market Authority, qui s'occupe donc de concurrence, et le but sera d'imposer des limites aux grosses entreprises et de permettre l'émergence des nouveaux entrants. Donc il y aura aussi un volet sur la protection des données, et la protection contre le ciblage, et donc cette DMU aura le pouvoir de mettre des amendes, et donc peut-être de mettre à l'amende les boîtes qui ne respecteront pas ces décisions. Et puis bon, l'Angleterre est carrément à la traîne aussi en termes de déchets électroniques, et parce que alors il faut voir que les Anglais produisent presque 24 kilos de déchets électroniques par tête et par an. Donc alors, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, on sait pas, mais si on compare avec d'autres pays, on voit qu'ils sont bas dans le classement. Ils sont pointés du doigt pour ça, les Apple et Co qui découragent la réparation, justement, les Amazon Co qui facilitent pas non plus le recyclage, étant donné que la plupart des trucs, ils sont vendus par des constellations de vendeurs tiers, voire carrément qui envoient parfois des trucs neufs quasiment à la benne, ça s'est vu ici. Alors les Anglais, tu demandes, oui, effectivement, les Anglais sont au-dessus de la moyenne européenne qui est de 20 kilos en Europe de l'Ouest, par an, par tête. C'est comparable à l'Amérique du Nord. Les Asiatiques, par contre, sont les champions du monde, avec presque 25 kilos par an. Un score qui est toutefois égalé par les Norvégiens, qui, je sais pas pourquoi, enfin, en tous les cas, 20 kilos de déchets électriques par an, c'est beaucoup. Enfin, il faut quand même voir que c'est pour chaque personne. Donc c'est comme si tout le monde, même les bébés et les mamies, jetaient à la poubelle 2 grosses tours de PC Gamer tous les 1er janvier. C'est quand même bizarre. J'aime l'image. Je suis en train de visualiser des personnes âgées, des bébés qui descendent dans la rue en jetant leur tour de PC. Mais c'est horrible, Mais bon, alors évidemment, vu comme ça, quand même, on sent aussi confusément que c'est un gros souci. Et qu'il y a aussi, sans doute, une formidable source de matériaux pour peu qu'on ait de bonnes filières. Il faut savoir qu'en 2019, il y a eu 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques virés, jetés. Donc 86% d'ailleurs qui ne sont pas documentés, et sur les 17% restants, il y a 10 milliards de dollars qui ont été récupérés sur les 4 millions de tonnes de matériaux bruts. Ça veut dire qu'au total, il y avait quand même 57 milliards à se faire. Donc même en oubliant toutes ces fanfreluches écologiques et tout ça, c'est quand même dommage de passer à côté de ces 57 milliards, non ? Oui, alors c'est possible aussi que ce soit facile d'obtenir des bénéfices sur cette partie-là des déchets et que sur l'autre partie ce soit pas aussi simple. Je sais pas, j'ai mis une réserve là-dessus en tout cas. Mais c'est clair qu'il y a probablement du mieux à faire. Il y a probablement du mieux à faire pour chacun d'entre nous d'ailleurs en tant que consommateur. Je reviens à cette action sur les brevets au niveau de l'Europe et j'ai été estomaqué en consultant les sujets qui tournaient autour de cette actualité, Guillaume. Je sais pas si tu connais le chiffre et si tu ne le connais pas, on va jouer à la devinette. Est-ce que tu sais combien les brevets rapportent annuellement à Nokia ? À Nokia ? Écoute, ils doivent être... Alors, tu veux un chiffre précis en milliards de dollars ? Allez, allons-y. Bon, déjà, t'es bien placé, déjà. Je pense, dans les 10 milliards de dollars. Non, alors c'est beaucoup moins. C'est 1,4 milliard d'euros. Mais cela dit, j'étais très étonné que ce soit ce montant-là. Moi, j'étais vraiment estomaqué de me rendre compte que tous les ans, gling, il y avait 1,5 milliard d'euros qui tombent simplement parce qu'ils ont des brevets. Ça me semble dingue. Alors après, je mets pas de jugement de valeur sur le sujet, mais j'étais très étonné de ce chiffre. Et tu vois, t'aurais pu l'estimer de manière bien plus importante, cela dit. Écoute, parfait. Alors tu parlais un petit peu d'Amazon et puis c'est une période un petit peu clé parce que c'était le Black Friday. C'est le Black Friday vendredi qui arrive. Donc oui, je sais, l'équipe Tech Café Domotique vous a recommandé plein d'équipements et vous allez avoir envie de vous jeter dessus probablement. Et après tout, c'est bien aussi de se faire plaisir, mais il faut savoir aussi l'impact environnemental que ça peut avoir, ça, Guillaume.
Oui, bah oui, puisqu'on parle d'acheter trop de trucs électroniques trop souvent. Oui, c'était le Black Friday de l'autre côté de l'océan d'Atlas. Oui, parce qu'Atlantique, en fait, ça vient du nom du titan Atlas, qui portait la voûte céleste, là, tu sais. Et oui, je savais donc, pas ça. Très bien. Et oui, voilà, donc 2 périphrases emboîtées, complètement inutiles, et 30 secondes de perdu, bah bon, c'est pas grave. Donc, c'est pas perdu si ça fait sourire. Exactement. Donc c'était le Black Friday aux States, et ça le sera le 4 décembre prochain ici, effectivement. Et puis c'est l'occasion de renouveler son matos en 24 heures et un clic sur Amazon, et c'est bien pour ça que c'est le jour qu'on choisit les activistes de tous les pays pour protester et mettre en exergue les impacts sociaux et environnementaux d'Amazon. Parce que bon, évidemment, aussi magique que soit l'expérience pour nous hein, sur le site, la logistique qui vient derrière, c'est quand elle est vraiment monstrueuse. Monstrueuse au sens propre du mot, en fait, en commandant en ligne 2 fois plus en 2020 qu'en 2019, Covid oblige. Amazon a engagé 427 000 personnes en seulement 10 mois, mais depuis 2005, l'expansion d'Amazon a des conséquences visibles par satellite, carrément. Dans le comté de San Bernardino, où l'aéroport voit passer 40% des commandes américaines, les entrepôts ont poussé de partout. C'est pas juste Amazon d'ailleurs, il y a toutes les grosses marques qui ont contribué à créer un immense complexe d'entrepôts, de routes, c'est une véritable ville, mais d'entrepôts. Et de centres de triage aussi, et qui amènent aussi avec eux, bien sûr, des norias, comme on dit, de camions, et donc une qualité de l'air merdique, tout simplement. Donc, en plus, les délais de livraison deviennent complètement délirants. Bon, ici, je pense qu'on peut être livré en 24 heures. Déjà, c'est génial. Mais bon, les 24 heures, c'est complètement 2018. Aujourd'hui, on va être livré en 2 heures, en 1 heure, bientôt en 30 minutes. Bientôt, Alexa détectera ton besoin avant même que tu en aies conscience et tu recevras ton paquet de Doritos au moment même où tu as un petit creux. Je pense que c'est ça l'avenir. C'est l'avenir, assurément. Et son corollaire, c'est toujours plus d'entrepôts, toujours plus près des villes, avec toujours plus de pollution associée, le tout trié, manipulé, transporté par des employés sous-traitants et parfois sous-payés. Comme avec toujours plus évidemment plus de pression, et il y a le Covid ou pas Covid, de toute façon. Donc c'est pourquoi, pour le Black Friday, il y a une coalition internationale d'activistes pour le climat, mais aussi pour les travailleurs, qui ont lancé une campagne en ligne qui s'appelle Make Amazon Pay. Donc il y a Greenpeace, il y a Amazon Workers International, il y a 350.org, une organisation écolo. Alors 350, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce que 350, c'est 350 parties par million, c'est le seuil de CO2 sécure. Bon, pour info, on est à 412, Et voilà, donc il y a encore d'autres trucs. Et bon, en gros, si tu considères qu'il n'est pas normal qu'Amazon ait été laxiste sur les mesures d'hygiène et intimidé les travailleurs qui demandaient un salaire plus juste pendant que Jeff Bezos dépassait les 180 milliards de fortune personnelle, écoute, tape dans tes mains. Donc il y a eu une grève. Alors il y a eu une grève à Sydney, il y a des protestations dans le monde entier, des Philippines à la Pologne, en passant par l'Inde, l'Espagne, la France, bien sûr, etc. Donc il y a une levée de fonds qui est aussi en cours pour financer les prochaines grèves. Amazon a déjà promis une transition totale vers le carbone pour 2040, mais bon, évidemment, les activistes demandent 2030. Et aussi, il a aussi promis 10 milliards, par ailleurs, pour les associations écologistes, et les premiers bénéficiaires d'ailleurs ont été publiés. Bon, après, le slogan « Make Amazon Pay » veut aussi rappeler, je cite, que Amazon prend trop et rend trop peu, ce qui évoque l'expansion de l'entreprise qui a aussi été permise par des fiscalités très avantageuses, voire des cadeaux infrastructurels, quoi. Et c'est vrai qu'en France aussi, Amazon divise manifestement. Parce que moi, je sais pas si t'as vu cette histoire de la pétition Amazon, c'est assez incroyable. Sûr, ouais. Avec le site, effectivement. Oui, mais jusqu'à la pétition Noël sans Amazon. Donc une pétition, on rappelle, où on s'engageait à ne pas avoir recours à Amazon pour ses achats de Noël. Parce qu'Amazon est vu comme le fossoyeur de l'emploi, entre guillemets, en France. Donc il crée du travail dans la logistique, c'est vrai, mais qui en détruirait encore plus dans le commerce de proximité. Alors on parle de 2,2 emplois perdus pour chaque emploi créé, si l'on en croit un député LREM. Bon, après, je sais pas exactement non plus comment on arrive à ce chiffre, en tout cas, bon, qu'on soit d'accord ou pas, il est quand même surprenant de voir que le site qui hébergeait la pétition a été victime de plusieurs cyberattaques. Donc il y a eu des vagues de fausses signatures, il y a eu des usurpations d'identité, finalement il y a même eu un hacking, en bonne et due forme. Et le site qui était bien trop faible, devait... Il était très mal sécurisé, visiblement. Complètement, oui. Bon, il devrait revenir de manière plus professionnelle, avec un crowdfunding de 15 000 € quand même. Il y a une plainte contre X qui a été déposée. Et bon, à l'origine de la pétition, il y a un député EDS et un LFI. D'où vient l'attaque? Écoute, la première vague de fausses signatures viendra d'un pro du marketing et du lobbying certifié par Amazon. Bon, là, ça n'a pas l'air très très compliqué. Après, par contre, les usurpations d'identité auraient été revendiquées par un certain John Covistid. C'est une sorte de collectif, c'est un collectif anonyme qui veut alerter sur les fondements de notre société, son autoritarisme. Bon, ils sont pas pro-Amazon, mais ils considèrent la pétition comme anecdotique.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent? Je cite, la suppression des attestations de déplacement, des investissements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bon, ça part un petit peu dans tous C'est les sens, Jean-Marie c'est pas Bigard très, qui très s'est clair. mobilisé, quoi. Ça paraît très très clair. La pétition, c'est une sorte de victime collatérale de leur démarche qui, effectivement, n'est pas complètement limpide non plus, parce qu'ils sont proches des Gilets jaunes. Voilà, enfin, honnêtement, j'en sais pas plus pour le moment. Mais donc, oui, il y a une revendication derrière tout ça, quoi. Ok, écoute, parfait. Je voulais juste souligner, moi, de mon côté, Guillaume, que les sites, je sais pas ce que t'en penses, mais de mobilisation de ce type, elles sont, alors je parle pas de WeSignIt, mais des autres dispositifs, je les trouve très très bien organisés. On a de plus en plus des dispositifs qui sont de véritables outils de communication pour eux en ligne, et ça en est hyper agréable à consulter. Tu sais, on en est loin de cette époque où les sites étaient faits avec des technologies dégueulasses, et c'est des vrais outils de communication maintenant qui sont en place pour ces mouvements, et je trouve ça plutôt chouette dans l'absolu. C'est même agréable à suivre, et d'autant plus agréable à suivre dans le temps. Une petite anecdote au passage, tu sais que derrière la pétition, il y a deux personnalités politiques, il y a François Ruffin de la France Insoumise et Mathieu Orphelin qui faisait partie de La République En Marche, et ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que je suis passé l'autre jour, je suis tombé sur une publication de François Ruffin où lui-même prenait la parole sur ses propres livres qui, ironie du sort, sont vendus sur Amazon. Et en fait, beaucoup de personnes l'interpellaient en disant vous êtes gentil, vous critiquez Amazon et évidemment les dérives sur le plan sociétal que ça peut occasionner. Vous mettez à disposition vos livres sur le site, et en fait il s'en défendait. C'est-à-dire, je trouvais ça hyper intéressant que lui-même donne comme argumentation le fait que c'est pas avec des bouts de bois qu'on va exprimer des opinions, et que au contraire lui il préfère favoriser le fait que tout le monde s'approprie son ouvrage et ses idées pour aller dans le sens de son projet, quitte à ce que ce soit commandé sur Amazon, parce qu'il reconnaît lui-même que ça rend des services. Et en fait, au-delà de tout ça, sans vouloir faire, tu vois, une vision caricaturale des choses, des gentils contre des méchants, qui n'a pas du tout lieu d'être dans cette discussion, je trouvais juste hyper intéressant qu'il y ait cette nuance de la part d'une personnalité politique très engagée, quelles que soient les idées qu'il peut avoir et l'opinion qu'on peut en avoir, et que ce soit très en nuance dans sa communication. Et ça montre surtout à quel point c'est un problème compliqué. Si tant est qu'Amazon puisse être considéré comme un problème, mais ce que ça engendre autour sont des problèmes qui sont très compliqués sur le plan sociétal, et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'on les suive régulièrement dans Tech Café, en tout cas. Tax GAFA, toujours d'actualité, un serpent de mer, mais qui commence à clairement sortir la tête de l'eau et à se profiler. Des courriers sont partis, Guillaume. Oui, juste pour dire que ça y est, en fait, en gros, les négociations sur la taxe pour le numérique menées à l'OCDE sont tombées à l'eau complètement. Et comme les négos ont échoué, ça y est, donc la taxe GAFA est partie, donc les avis d'imposition sont partis chez les GAFA. Et écoute, de toute façon, on avait déjà parlé ici du fait qu'ils avaient pris les devants, qu'ils allaient de toute façon eux-mêmes récupérer le pognon sur le dos des vendeurs tiers, qui des publicitaires, des développeurs. Bon, mais en tous les cas, voilà, donc ça c'est malheureux, c'est assez malheureux. Donc, en fait, on n'en sort pas, c'est-à-dire que globalement, soit on a tu vois, je veux dire, on n'arrive pas à se mettre d'accord et on essaie de taxer. En réalité, ça va retomber sur la tronche des devs. Bon, c'est assez malheureux, mais en tout cas, les avis d'imposition sont partis, voilà. Il n'y a pas de situation idéale dans cette histoire. On peut pas se satisfaire que des développeurs ou des consommateurs soient pénalisés, payent plus cher ou gagnent moins. On peut pas se satisfaire que ces entreprises payent pas leurs impôts. Et effectivement, on peut juste l'observer là aussi, ce mouvement, sans avoir quelque chose de profondément satisfaisant. Apple est aussi condamné en Italie pour pratique commerciale trompeuse. Je sais pas si tu as suivi cet élément, Guillaume. On est très loin. Ouais. Alors 10 millions d'euros pour pratique commerciale trompeuse. 10 millions d'euros. Donc non mais ça c'est ce qu'ils trouvent dans leurs chaussettes. Ben oui, mais c'est des toutes petites sommes, mais c'est quand même intéressant de toujours pouvoir suivre ces éléments, parce que c'est l'étanchéité des iPhones et juste en fait au-delà de la somme et de la condamnation, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière. En fait, Apple a effectué ses tests en laboratoire avec une eau relativement pure, et en fait ça ne permettait pas pour eux
Et en fait, ça permettait de dissimuler les conditions, notamment dans lesquelles était testée l'étanchéité. Et derrière, ils prenaient pas en charge les appareils endommagés. C'est un petit sujet qui a été relayé par Mathieu justement sur Instagram que vous pourrez retrouver en quelques secondes. Une des raisons de plus de vous abonner au compte Tech Café sur Instagram. T'as raison, 10 millions d'euros, c'est un petit poil pour leur activité, mais bon. Guillaume, on va parler maintenant de gros sous, hein. On a parlé de petites sommes avec les 10 millions d'euros, mais on va parler maintenant de crypto-monnaie parce qu'il y a des matelas qui gonflent avec les années. En attendant, Facebook a pas encore sorti sa crypto-monnaie, mais ça ne saurait tarder. On nous parle de début 2021 pour Libra, et non, ça a changé de nom, Guillaume, aujourd'hui. Ben oui, alors Libra, et non, effectivement, tu as raison, c'est le Diem, donc comme le jour, hein, effectivement, latin. Pourquoi il appelle comme ça? Je sais pas exactement, c'est parce que Libra, c'était déjà pas vraiment relié à Facebook, mais maintenant, quand tout le monde le sait, il appelle le Diem, comme ça, on le reliera encore moins à Facebook, bon, bref. C'est un changement de nom, mais de toute façon, alors, tu sais qu'au début, il voulait faire un token lié à un panier de devises, et là, en fait, on aura droit à un token qui sera en parité complète avec le dollar. Voilà, pour que ce soit stable, mais c'est avec le dollar. Alors je sais que ça existe déjà, hein, c'est l'USDC, c'est aussi le Tether, ou USDT, pour US Dollar Tether, qui date carrément de 2014. Donc plus tard, il y aura aussi le Diem, en parité avec l'euro sans doute, ou voilà, le Tether existe déjà en version euro, c'est d'ailleurs aussi. Enfin, tout ça sera géré par Novi, donc le wallet qui permettra d'acheter et d'échanger des Libra, enfin des Diem, pardon. Et cette version de Diem, en tout cas, de Libra, enfin bon, bref, tout sera utilisable sous WhatsApp et Messenger. Et par contre, pour l'instant, ça sera qu'en Amérique, apparemment aux États-Unis et dans certains pays d'Amérique du Sud. Donc l'utilisation de Diem sur d'autres plateformes que celle de Facebook n'est pas encore à l'ordre du jour, en tout cas. Là aussi, il y a une petite publication Instagram sur le Libra, compte Tech Café, là encore une fois. Le Bitcoin qui monte, mais qui trébuche un peu aussi, Guillaume. Il est indéniable que le Covid a été bon pour les cryptos, hein. Le Bitcoin est à un niveau jamais vu depuis 2018, hein, plus de 16 000 euros, soit dans les 19 000 $, enfin en tout cas quand j'ai regardé cet après-midi. Bien sûr, elle continue de faire le yo-yo, hein. Elle a été relativement haut en début d'année, jusqu'au 10 000 $, elle a chuté de moitié en mars, mais la tendance était à la hausse depuis vraiment très nette, avec un emballement depuis début octobre, et pour certains, comme Niall Ferguson de Bloomberg, la révolution est en marche, rien que ça. Le Covid force les derniers réfractaires vers le e-commerce, vers le paiement online ou le sans contact, qui est désormais recommandé un petit peu partout, hein. Il se permet même une comparaison avec la monétisation qu'avait induit la peste noire par rapport au paiement en nature. Un monde sans cash devient pour lui donc inévitable, et avec lui donc une concentration des pouvoirs qui seule peut être évitée par les crypto-monnaies décentralisées. Et donc pas le Libra, enfin pas le Diem. Il note les investissements de particuliers aussi, hein, ou de fonds d'investissement d'ailleurs, à l'implication de PayPal, etc., dont on a parlé. Et il appelle ainsi le gouvernement américain à accroître sa pratique du Bitcoin pour pouvoir l'inclure dans ses propres mécaniques monétaires et fiscales du pays, quoi. Mais bon, tout le monde n'est pas d'accord, évidemment, hein, puisque Ray Dalio, qui gère un fonds spéculatif, est lui très sceptique. Donc Bitcoin reste quand même très peu utilisé comme monnaie, hein. Ça reste un asset qu'on garde comme de l'or, qu'on trade. Il faut savoir qu'entre la mi-2019 et la mi-2020, 90% de l'activité Bitcoin, c'est du trading. Sauf qu'à la différence de l'or ou des bons du trésor, le Bitcoin ne se comporte pas du tout comme un refuge. Il y a une étude de la Fed, hein, qui montre que depuis 1995, les bons du trésor se sont toujours comportés comme des valeurs stables, l'or moins souvent et le Bitcoin jamais. Donc le Bitcoin monte, mais la confiance en un vaccin et les traitements pour l'année prochaine augmentent aussi de jour en jour. Et au début du premier confinement, en mars, alors que tout paraissait s'effondrer, le Bitcoin il s'est effondré aussi pour de bon. Donc il convient d'être prudent, et évidemment, les scams reviennent. J'ai moi-même reçu, en ce moment je suis assailli de spam, c'est une catastrophe. Oh mince. Ah oui, c'est incroyable. Malgré ta présence chez Gmail, non? C'est sur Orange que je le reçois bizarrement. Ah voilà, évidemment. Oui, tout s'explique aussi. Tout s'explique aussi. Tu les cherches. C'est presque ça, je vais les chercher effectivement. Et bon, dernière grosse mise en garde concernant le Bitcoin d'ailleurs, en Chine, il y a une pyramide Ponzi haute de plusieurs kilomètres, hein, qui vient d'être démantelée. Ça s'appelait Plus Token, et ça vous promettait 18% de plus-value par mois pour des mises assez faibles, hein, de départ, comme $500, qui donc convertis en crypto. Et en fait, l'argent des entrants finance les plus anciens. D'autant que bien sûr, il y a un programme de parrainage très séduisant, hein, bref, un super Ponzi avec une magnifique mèche, c'est comme dans la série,
Et bon, il en a séduit vraiment beaucoup, ce Ponzi. 2,6 millions de personnes sur pas moins de 3993 couches. C'est extraordinaire. Oh la vache. C'est la plus grosse pyramide de Ponzi de l'histoire des cryptos. Et le butin, c'est presque 195 000 bitcoins et des millions d'autres tokens. Donc du Litecoin, du Ethereum, du EOS, etc. En tout, c'est plus de 5 milliards de dollars qui ont été saisis par les autorités chinoises, avec 27 arrestations d'ailleurs en bonus. Donc attention aux offres qui traînent ou vont traîner sur le web, hein, mais évidemment la cerise sur le gâteau, c'est que le gouvernement chinois est maintenant à la tête de 4 milliards et demi en bitcoin. Ce qui en fait une énorme baleine. Ouais. Et il faut pas oublier non plus que le gouvernement américain a saisi aussi un bon gros milliard en bitcoin sur le dark web. Et donc aussi, techniquement, c'est un magnifique cétacé. Donc que se passerait-il si ces baleines vendaient massivement leur bitcoin ? Voilà, est-ce qu'il y aura un crash ? Bon. Donc la question se pose aussi d'ailleurs pour les monnaies plus modestes, hein, comme l'EOS, puisqu'il y a eu aussi un gros paquet d'EOS qui a été chopé. Et quand on parle des crypto-monnaies, on parle souvent des mouvements du Bitcoin, mais très très souvent, il y a l'Ethereum derrière qui semble aussi suivre les mouvements du Bitcoin dans d'autres proportions, mais quand même. Oui, parlons un petit peu d'Ether, parce qu'avec un petit peu d'Ether, ce sera encore plus facile de vous endormir avec tes cafés. C'est beau. Non, mais je parle bien sûr de l'Ethereum, hein, donc qui dépasse désormais les 500 €. Donc il s'était cassé la gueule en mars, comme tout le monde. Mais là, il reprend des couleurs depuis le mois de mai, même s'il est loin de son pic de janvier 2018. Alors, deux choses pour lui permettre de continuer son ascension. Il y a Thanos, qui techniquement réduit la taille Lui-même. Thanos lui-même, exactement, avec son super point. D'ailleurs, il a pris son super point, il a pris le DAG, il a tapé sur la tronche et ça l'a réduit à 2,47 gigaoctets. Alors, le DAG, c'est quoi ? Ah bah oui, il a bien compris, C'est le Directed Acrylic Graph, c'est acyclique, Directed Acyclic Graph, donc c'est un graphe dirigé acyclique. En fait, c'est cette structure mathématique qui sert pour la Proof of Work d'Ethereum. Donc en clair, ça veut dire que si vous avez une carte graphique modeste avec seulement 3 gigaoctets de RAM, vous pouvez quand même miner de l'Ethereum alors que c'était pas possible avant. Et il y a même mieux que ça d'ailleurs, hein, le grossissement de ce fameux DAG là, il est moins rapide, donc si vous avez une carte avec 4 gigaoctets, vous pourrez miner pendant encore au moins 3 ans. Donc tout ça, ça a peut-être augmenté le nombre de mineurs, donc la sécurité de réseau, donc la confiance, donc peut-être le cours. Bon, en tout cas, Ethereum a déjà subi des attaques, hein, donc c'est important, et alors, il semblerait en plus que le mining GPU soit toujours dominant chez Ethereum, malgré l'existence d'ASIC, qui représenterait quand même 40% du mining, mais bon, ça fait quand même 60% encore sur GPU, c'est assez énorme. Et bon, la grosse révolution, évidemment, ce sera Ethereum 2.0, hein, c'est normalement aujourd'hui, 1er décembre, que le premier contrat sera écrit dans la blockchain d'Ethereum 2.0, s'il y a suffisamment de stakers. Parce que non, il n'y a plus de mineurs, hein, avec Ethereum 2, il y a des stakers. Donc les stakers... Rien à voir avec la viande. Pas de stake. Les stakers, en fait, ce sont aussi des bénévoles anonymes, mais eux, ils gaspillent pas de l'énergie inutilement à faire des calculs débiles pour protéger le réseau. Hein. Un staker, c'est quelqu'un qui a des Ethereum, en 32 minimum, et un staker, en fait, il y en a donc une galaxie, une constellation comme ça, et un staker est choisi au hasard comme validateur de bloc. Au plus un staker de tokens, au plus il aura une grosse récompense pour valider un bloc, le but étant d'avoir le plus de stakers possible pour renforcer la sécurité du réseau au max. Donc en plus, il y a quand même une autorégulation puisque la validation est soumise à un comité qui lui aussi est choisi aléatoirement, et il y a des pénalités si les stakers font des erreurs, ou s'ils gênent le processus, ou s'ils essaient d'entourlouper le truc. Il y a même une sanction ultime, qui est le slashing, hein, donc en gros, si tu essaies d'entourlouper le système, tes Ethereum en tant que staker vont fondre comme neige au soleil, tu vas perdre du fric. Donc si un autre validateur du comité détecte une fraude, il envoie une alerte, et le dénonciateur est récompensé, et le fauteur est frappé au porte-monnaie. Donc c'est un système qui s'autorégule, et qui peut être la voie à suivre hein, pour les cryptos du futur, et qui pourrait pour de vrai devenir monnaie courante, si j'ose dire. Oh, l'expression est belle. Ça paraît moins bourrin comme technique, du coup, ça paraît beaucoup plus subtil quand même. Ah oui, plutôt que des trillions de SHA 256, ouais, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Allez, on va passer à une rubrique où on va arriver, peut-être, je l'espère, à mixer les machines avec leurs idéaux respectifs. Bon, en tout cas, pour commencer, on va parler un petit peu encore du MacBook Air qui a, alors il a fait l'objet d'un test qui a retenu ton attention. Je crois que c'est chez Ars Technica qui fait évidemment toujours des reviews de haute qualité auxquelles on peut se fier, et c'est pas les premiers à les sortir, mais c'est toujours intéressant de se pencher sur ce qu'ils ont à en dire, Guillaume.
Bah oui, apparemment, Apple n'aura pas fourni d'unité à Ars Technica, mais il y a Lee Hutchinson qui a testé le sien, et puis il est très très content. D'ailleurs, Apple va faire produire ses MacBooks par Foxconn au Vietnam dès le début de l'année prochaine. Entre parenthèses, c'est la guerre commerciale qui faiblit pas encore. Hein. D'ailleurs, Trump est toujours là, et il projette de mettre, entre autres, Smic et Snook sur liste noire. Alors Smic et Snook, c'est marrant, on dirait deux persos de dessin animé. Oui, on dirait des petits écureuils ou des petits castors. Smic et Snook, exactement. On dit, ah mais oui, tiens, si on parlait de castor, mais attends, un petit peu plus tard. Donc en fait, Snook c'est une grosse compagnie pétrolière chinoise et Smic par contre j'en ai déjà parlé, hein, c'est un fabricant de puces chinois bien entendu qui se met, c'est le plus gros, hein, qui se met d'ailleurs en ordre de bataille pour combler le retard, pour combler son retard. Ils ont beaucoup de retard d'ailleurs. Globalement le retard de la Chine, hein, évidemment sur Samsung et TSMC, et donc qui permettrait à Huawei d'exister de manière autonome. Donc si c'est confirmé, évidemment, la tension va encore monter d'un cran entre les US et la Chine. Mais bon, revenons à Lee Hutchinson, hein. Donc par rancunier, le gars, il est super content de l'amélioration par rapport à son ancienne machine, hein, tu m'étonnes. Et parmi les tests, c'est vrai qu'on retrouve un score de benchmark du SSD, et il confirme que les SSD embarqués des nouvelles machines M1 sont beaucoup plus rapides que les SSD des machines Intel. Donc tous les SSD sont pas égaux, hein, et entre un ancien MacBook Air et un nouveau, les performances doublent, c'est même 50% plus importante que sur les MacBook Pro, 13 pouces, donc voilà, c'est aussi une autre raison pour laquelle ces machines semblent aussi rapides, hein. Donc en particulier en décompression, tu m'avais posé la question, il me semble. Un SSD très rapide, une grosse bande passante mémoire qui alimente 8 cœurs qui sont très efficaces évidemment, donc 4 top niveau, c'est pas mal, hein, c'est sûr que ça va plus vite. Donc bref, il est content, et d'ailleurs, c'est vrai que à propos de ce M1 là, il y a des questions, on m'avait dit aussi que ma réponse sur l'ILP, machine, tout ça, blablabla, concernant les perfs des M1 était pas très très claire. Alors bon... Qui a dit ça, enfin? Donc on va reformuler avec des castors, puisqu'apparemment c'est ce qui marche, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, donc, les gens ont réclamé des castors à de moult reprises. Le M1, qu'est-ce que c'est? Donc le M1 avec des castors, donc le M1 c'est un gros truc, hein, attention, le M1, le système sur puce M1 là, c'est pas une usine, c'est plus gros que ça, en fait le M1 c'est une ville en fait, hein, c'est Castor City. Voilà, en tout cas, c'est une grosse zone industrielle, et donc dans Castor City, il y a plein d'entreprises différentes. Bon, déjà, il y a Cinecastor, c'est la boîte qui s'occupe des vidéos. Il y a Castor on Graphics, c'est celle qui s'occupe des effets spéciaux et de la 3D. Il y a Neurocastor, qui a été rebaptisé pompeusement la CIA, c'est la Castor Intelligence Agency. Et en fait, eux, ils s'occupent, ils s'occupent des toutes petites noix, en fait. Ils s'occupent principalement des pistaches, en tout cas. C'est bon. Et puis bon, il y a des usines Castor Generals. Voilà, bon, en gros, il y a 4 usines Castor Generals. Et il y a 4 usines qui sont plus axées développement durable, qui s'appellent Castor Organics. Parce que bon, l'écologie, c'est à la mode, hein, voilà, donc il faut exactement la même chose, évidemment, hein, chez Castor Generals, hein, chez Castor Organics. Mais ils le font sans pesticides et avec des Sarwell. Donc, dans cette zone industrielle, là, dans cette ZI, il y a des camions de Castor Logistics, hein, qui assurent l'acheminement des noisettes de la réserve principale, qui fait quand même 16 giganoisettes par l'autoroute. C'est une autoroute à 8 voies. Il y a aussi plein de camionnettes qui vont dans plein d'entrepôts locaux, donc il y a un gros entrepôt au milieu de la zone d'ailleurs. Et les 4 usines des Castor Generals, elles se partagent un gros entrepôt de 12 méga noisettes, alors que les Castor Organics, hein, qui ont un entrepôt plus petit de 4 méga noisettes, parce qu'ils n'ont pas le même rendement, tout simplement. Parce que bon, chez Castor Generals, ça pulse, attention, hein, c'est le rendement avant tout, c'est pas comme ça. Alors, c'était pas comme ça dans le temps. C'est-à-dire, si on prend le vieux père Castor, qui peut nous raconter un petit peu ce qui se passait avant, le vieux père Castor nous dit qu'avant, il y a plusieurs décennies de ça, c'était encore très artisanal, tu vois. On recevait les noisettes une par une, on regardait la commande, qu'est-ce qu'il fallait faire, tu vois, après on la passait à l'artisan qui était chargé de la casser, de la polir, de la griller, etc. Et puis on la mettait dans le camion, et puis ça repartait chez le client. Et hop, voilà, on rebelote et tout ça en rythme. Oui, parce que de tout temps, les castors ont travaillé en musique, hein, par contre. Hein. Ils peuvent faire qu'une action par bit de musique. Mais à l'époque, petit, on écoutait du Brassens ou du Brel, tu comprends? C'était la vraie musique. Il fallait souvent plusieurs temps en plus pour remplir une seule commande. Et puis bon, tout ça, petit à petit, s'est accéléré. Et maintenant, c'est la techno pour rave party saturée de cocaïne, parce que bon, tu comprends, les clients, maintenant, ils veulent plus attendre. Voilà. Surtout les jeunes. Les jeunes, ils veulent tout de suite maintenant. Et vous le savez bien, puisque le client, c'est vous. Hein, le système d'exploitation voit vos demandes. Donc le système d'exploitation, en fait, il va créer un certain nombre de contrats, de commandes, qui va partir vers la ZI, et qui seront dispatchés sur toutes les boîtes, en fait, de la zone. Et pour s'adapter à la demande, Castor Incorporated a été obligé de s'adapter et d'embaucher à tour de bras. Donc maintenant, il y a des millions d'ouvriers qui travaillent dans la zone aujourd'hui. Et surtout, il n'est plus question de n'honorer qu'une commande par bit. Ça, c'est plus possible. Une seule commande à la fois, c'était avant la guerre. Maintenant, c'est plus comme ça. Alors bon, pour être plus précis,
Prenons une seule usine de Castor Generals. Donc là, je parle d'un seul cœur, Firestorm, en l'occurrence, un seul cœur. Donc au plus proche, on a une petite réserve de 192 000 noisettes. Et puis on a une équipe, l'équipe Front-End, c'est 8 castors qui prennent des commandes et qui les mettent en file d'attente pour l'équipe Dispatch. Donc la file d'attente, elle peut accueillir jusqu'à 630 commandes. Après, l'équipe Dispatch, derrière, elle va examiner les bordereaux et voir quel type de commande c'est. Donc il y a pas moins de 16 ateliers dans l'usine, il y a différents, qui sont divisés en 2 grandes unités. Il y a une unité noisette grillée, puis une unité noisette pas grillée. Bon. Donc l'équipe Dispatch va devoir trier les commandes et trouver les ateliers qui peuvent les honorer le plus vite possible. Et pour ça, elles ont le choix en fait. Elles peuvent faire passer avant des commandes qui sont chronologiquement arrivées après, quand c'est possible, quand les commandes sont indépendantes, parce que parfois c'est pas possible. Imaginons qu'on veuille casser une noisette après l'avoir grillée. Bon, tu peux pas intervertir les commandes, mais souvent tu peux. Et surtout, si t'as un truc comme ça, tu peux le faire passer après d'autres commandes plus simples, comme par exemple le polissage de noisettes. Tu vois, donc en gros, si t'as 4 ateliers de polissage qui sont libres, ils peuvent polir 4 noisettes, au lieu d'attendre que l'atelier grillade soit libre pour pouvoir utiliser, tu vois, la grillade puis la cassage. Je trouve ça déroutant qu'ils soient amenés à polir des noisettes, mais c'est une parenthèse. Mais pourquoi pas, elles sont plus jolies après. Pourquoi pas, c'est vrai, elles sont bien lustrées. Elles sont plus jolies, illustrées, puis en plus tu enlèves les impuretés, c'est très important ça. C'est vrai, ils sont respectueux de l'environnement en plus. Ouais. Absolument. Bon, mais surtout, alors il faut bien voir que tout ce que je viens de dire, tout ça se passe en même temps. C'est-à-dire qu'à chaque beat, les castors du front-end chopent 8 nouvelles commandes, pendant que les castors dispatchers trient les commandes, pendant que les ateliers travaillent. C'est comme une véritable chaîne de montage. C'est vraiment une usine, il n'y a pas de temps mort, en tout cas il faut pas qu'il y ait de temps mort. Et donc, qu'est-ce qui fait la performance d'une usine Castor ? Écoute, comme pour une vraie usine, un petit peu tout. Donc, il y a la vitesse à laquelle travaillent les castors, évidemment, le rythme de leur musique qui est pour beaucoup, évidemment, donc la fréquence d'horloge va jouer, tout comme la qualité de la logistique, ce qui est extrêmement important, puisque les réserves et les entrepôts sont pas... Si les réserves et les entrepôts sont pas approvisionnés à temps, que les ateliers sont pas approvisionnés à temps, les ateliers sont au chômage technique. Et la logistique, c'est tout un problème en soi, parce qu'il y a au moins 5 tailles d'entrepôts différents entre les petites réserves locales et l'immense terrain qu'est le SSD. Et lui, le SSD, il est très très loin de la SVD. Il faut y aller en avion. Donc tout ça demande pas mal d'optimisation. Et bien sûr, le nombre d'ateliers va jouer énormément dans chaque usine. Parce qu'au plus il y en a, au plus on peut faire de choses par bit. Cela dit, c'est pas forcément aussi simple que ça, parce que beaucoup d'ateliers qui travaillent tous en même temps, alors que les commandes arrivent quand même, je le rappelle, les unes après les autres, c'est un problème de gestion qui est de plus en plus compliqué pour les castors dispatchers. N'oublions pas que les pauvres, ils doivent jongler avec une pile de 630 commandes pour 16 ateliers qui sont de 8 types différents, dans 2 grosses sous-unités. Donc maintenir occupé au maximum tout ce petit monde, c'est quand même de la haute voltige. Et d'ailleurs, le père Castor se souvient. Avant, Castor Inc., il travaillait avec Intel. Alors ça marchait pas mal chez Intel, mais chez Intel tu les connais, ils sont tellement bureaucratiques, il y a des centaines de bordereaux différents, il y a des noisettes de toutes les tailles, de toutes les formes. L'air vert, effectivement. Parfois les noisettes sont pas bien mûres, bon, voilà. À la fin ils projetaient même de mettre des pistaches au milieu, c'était une horreur. Oh, dis donc, tout se perd. Donc j'ai connu, il a connu plus d'un collègue en burn-out, ou au dispatch, c'était terrible. D'ailleurs on pouvait pas avoir autant d'ateliers à l'époque, donc pour compenser, ils ont augmenté le tempo, plus vite, toujours plus vite, jusqu'à ce que finalement tous les castors soient à la limite du burn-out. Mais bon, heureusement, désormais, ils sont passés chez Arm Holding, et là, c'est vachement mieux chez Arm, parce qu'ils sont mieux organisés, en fait. Ils ont beaucoup moins de formulaires différents, ils ont des noisettes qui sont toujours bien calibrées, toujours mûres à point, et en fait, on a tellement de paperasse en moins qu'on a fermé des bureaux et ouvert des nouveaux ateliers. Et en plus, on n'est pas loin de Castor Graphics, on n'est pas loin de ces snobs de la CIA aussi, et on partage les entrepôts, donc il y a des synergies, le client est content. D'ailleurs, ils ont agrandi l'autoroute. Et en plus, j'ai même entendu dire qu'ils avaient pratiquement doublé le nombre de vols pour le SSD. Bon. Et bon, vous savez, en plus, c'est la mode du durable. Et ils sont dedans aussi, voilà, chez Castor Organics, si vous n'êtes pas trop pressé, ils font le même boulot, mais c'est bio. Donc, sans compter que, comme maintenant ils sont à 7 nanomètres, tous les castors ont perdu vachement de poids. Ils sont beaucoup plus minces, donc ils ont besoin de beaucoup moins d'énergie qu'avant, ils se sentent plus légers, et puis ils peuvent travailler plus vite. Pour finir, j'ai demandé au père Castor s'il avait des nouvelles de ses collègues restés chez Intel, et il me dit, écoute, chez Intel ça patine un petit peu, ces temps-ci là, c'est pas terrible, mais chez AMD, ils ont leur propre manière de faire, donc ils ont toujours autant de bureaucratie par contre, mais bon, au lieu d'ouvrir des ateliers dans des usines, eux, ils ont des usines qui sont un peu plus petites, mais ils en ouvrent plus. Bon, c'est une manière de faire, après vous savez, ça dépend du client, les goûts, les couleurs.
J'aime beaucoup, encore une fois, cette image des castors qui nous permettent de mieux cerner le fonctionnement. Quel avenir on peut s'imaginer pour la ville castor demain? Comment est-ce que ça pourrait être encore plus optimisé, selon toi, dans les années à venir pour nos castors? De toute façon, là, c'est vrai qu'au niveau du nombre ils peuvent encore augmenter un petit peu le nombre d'ateliers, mais ça va être un peu compliqué quand même, même chez ARM. Le prix du loyer est trop cher pour monter des nouvelles usines. Oui. Puis après, tu sais, il y a un rapport coût-avantage, c'est-à-dire qu'il faut quand même du monde au dispatch. Hein. C'est-à-dire que les castors dispatch, là, il faut quand même en recruter un maximum. Et les ateliers aussi, ça prend de la place. Et puis, c'est quand même assez compliqué. Alors que bon, après, tu fais carrément une deuxième usine, quoi, tu vois. Donc en fait, il y a toujours un trade-off entre faire des grosses usines très très efficaces ou faire deux petites usines plus petites mais qui fonctionnent de manière plus, tu vois, qui fonctionnent mieux, même si c'est parfois sur différents types de contrats. Vous l'avez demandé, vous l'avez eu, votre explication du M1 avec les castors. J'espère que vous serez les premiers maintenant à avoir entendu ça en partageant l'émission et en la faisant connaître autour de vous. On continue malgré tout avec nos portages de plateforme, avec justement nos petites discussions là. Qu'est-ce qui va se passer pour Windows? On a été tous en train de remarquer avec ces annonces de Apple et de son processeur M1 que installer nativement Windows sur les Macs, c'était pas possible. Où est-ce qu'on en est, Guillaume? Parce qu'il y en a qui se retroussent les manches encore sur le sujet. Oui, mais il y a des trucs qui marchent donc sur des machins où ça devrait pas marcher. Ça va être le thème de cette rubrique, qui va probablement être une des plus confuses du podcast. Parce que bon, même si oubliez Windows... tous vos repères habituels, on va tous les chambouler. Complètement. Puisque tu sais que Windows n'est pas officiellement supporté sur le Mac M1, et que pour le moment, les virtualiseurs populaires fonctionnent pas, mais bon, rien n'empêche de recompiler QEMU pour le Mac M1. Donc QEMU, c'est un truc pour virtualiser / émuler des machines, donc c'est open source, ça vient d'être utilisé pour faire tourner Windows on ARM sur Mac M1. Ce qui sous-entend que c'est pas de l'émulation d'ailleurs, mais bien de la virtualisation, et que donc, on a de très très bonnes performances. Sur les applications Windows ARM qui doivent aussi être aussi courantes que les applications Mac ARM aujourd'hui, à peu près. Mais bon, peut-être même moins, je pense. Peut-être même moins, en fait, effectivement, je sais pas trop. En tout cas, Windows on ARM émule Intel aussi. Donc ça veut dire qu'on peut passer à travers Windows on ARM, émuler du code Intel pour Windows. Donc c'est pas aussi rapide que Rosetta 2 d'ailleurs en natif qui émule de l'Intel, mais lui il émule de l'Intel pour Mac. Mais c'est pas loin. Donc il est possible d'exécuter sur le Mac M1 des applications Mac ARM ou Mac Intel via Rosetta 2, ou bien Windows ARM, ou bien Windows Intel via Windows on ARM. Voilà, je sais qu'il faut suivre, attention. C'est compliqué, mais on a suivi. Bon, c'est le tout début, ça reste un petit peu de la bidouille pour le moment, mais ça montre que ça marche, et que même Linux pourra être à la portée des Mac M1 via QEMU, même s'il n'est jamais supporté officiellement, ce qui est assez probable. Alors Linux sur le M1, c'est pas vraiment l'architecture qui pose problème, puisque Linux sur ARM, il y en a plein, c'est vrai. Ce qui pose problème, c'est globalement tous les pilotes, tout simplement. C'est-à-dire qu'un Mac, c'est pas juste un processeur avec une architecture, c'est aussi tout un tas d'autres périphériques, tout un tas de fonctionnalités qui demandent des pilotes, et ces pilotes, il faut qu'ils soient portés sur Linux, il faut qu'ils soient disponibles, et ça par contre, c'est pas gagné du tout. Bon, toujours est-il que toujours dans cette Inception pour système d'exploitation, Microsoft propose déjà d'ailleurs le système le support de Linux intégré à Windows, vous vous souvenez, c'est WSL. Or, il existe un support d'Android pour Linux, qui s'appelle Unbox. Comme Android, de toute façon ça nourrit Linux avec du runtime propriétaire, c'est techniquement possible de créer que Microsoft crée cette ART, donc c'est Android Runtime, et se base sur Windows Subsystem for Linux pour rendre possible le portage ou l'exécution des applications Android sur Windows. Et peut-être même leur distribution via le Windows Store. C'est le projet Latte. Latte comme le latte. Donc voilà. Et ça ressemblerait aux applications iOS qui arriveraient sur Mac, avec une mécanique bien différente évidemment, mais on aurait des applications Android qui arriveraient sur PC. Alors le truc c'est que oui, comme les Mac M1 ont le store iOS, Windows aura-t-il demain des apps du Google Play? Alors ce serait une manne pour Windows on ARM qui n'aura pas besoin d'émulation,
ce serait cohérent avec le fait que le dernier téléphone de Microsoft est sous Android. Après, il pourrait y avoir une couche d'émulation chez Intel. Enfin bon, voilà, donc les frontières des systèmes, des architectures, tout ça, deviennent de plus en plus floues et de plus en plus bordéliques d'ailleurs. C'est même à tel point qu'Amazon va proposer des instances macOS dans le cloud sur Intel. Bon, écoute, voilà, est-ce que c'est la phase par laquelle il faut passer pour avoir... est-ce qu'on est sur le chemin de la plateforme universelle, la plateforme ultime? Je sais pas. Il y a beaucoup de créativité, en tout cas, bravo. La discussion relative à ce qu'on peut installer sur un M1 et notamment les systèmes d'exploitation a été couverte un petit peu sur le serveur Discord. Dans le channel Apple, il y a Pierre-Olivier Diman qui a échangé avec Zedozer, qui est patriote, qui lui répondait que pour faire simple sur ARM, il n'y a pas de BIOS, on a un bootloader et celui d'Apple est verrouillé. Ça signifie qu'on peut pas installer un système d'exploitation qui soit pas signé par Apple. Pour faire simple, mais évidemment la discussion est beaucoup plus complète et tourne sur beaucoup d'autres éléments. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Allez, bon, Microsoft DOS, un petit mot, Guillaume, avec des supports pour le moins modernes. On avait déjà parlé de Microsoft DOS dans la solution de l'énigme qu'on a diffusée à la fin de l'épisode dernier. C'est un truc que j'ai vu passer, que j'ai trouvé assez rigolo. Je sais pas, les moins jeunes d'entre nous se souviennent sans doute des modems d'antan et de leur bruit très particulier. Exactement, avant de se connecter. Et en fait, s'il faisait du bruit, c'est tout simplement parce qu'il codait les informations sous format sonore, donc du bruit, effectivement. Et bon, bien avant, d'ailleurs, les cassettes enregistraient de la même manière, en sous forme sonore, les données sur votre ordi 8 bits, donc les CPC ou autres. Et vous pouviez d'ailleurs utiliser un magnétophone standard pour stocker vos données à cette époque. Parce que techniquement, dans la machine, c'était tout simplement un modem. Mais bref, si vous avez un PC assez vieux pour avoir une entrée cassette et la possibilité de presser vos propres disques vinyles, pourquoi ne pas faire un vinyle MS-DOS? Bah oui, je vous le demande. Et donc, Joseph Boggin a recueilli le son d'une version light de MS-DOS qui rentre dans 64 kilooctets et il l'a pressé sur un vinyle 45 tours qui dure 6 minutes et 10 secondes. Donc, si l'enregistrement est parfait, on peut bien booter MS-DOS sur disque vinyle. C'est pour un sommet de geekery hipster difficile à égaler, ou pas. Parce qu'en fait, j'ai découvert, grâce à l'article, que certains albums vinyles de l'époque, des années 80, comprenaient des parties data, des pistes données. Ah bon? Il y avait il y avait des pistes, il y avait des morceaux. C'était peut-être pas si fréquent que ça. Si. Non, c'était pas fréquent, mais il y a eu des albums avec des pistes qui contenaient des programmes pour ZX Spectrum. Génial. Donc il fallait enregistrer le morceau sur une cassette, le mieux possible, et prier après pour que le ZX la charge. Et donc il y a quelques jeux un peu moisis qui ont été distribués comme ça. Excellent, excellent. On les retrouve dans les notes de l'émission, j'imagine, dans le lien que tu as installé à la fin de cette rubrique émulation. On parle un petit peu de jeux vidéo, c'est notre petite dose hebdomadaire de jeux vidéo, avec la guerre des consoles qui fait rage, notamment entre la PlayStation 5 et la Xbox Series X, la Xbox Series S. Mais après tout, est-ce qu'on ne devrait pas mettre de côté cette guerre, Guillaume, pour ne voir que le bien amené par cet affrontement des consoles? C'est ce que dit Phil Spencer, il trouve que la guerre des consoles, ça pue. Il cautionne pas les fanboys qui soutiennent une machine en souhaitant du mal aux concurrents, lui il est sport, voilà. Il pense que la concurrence c'est bien, et que leur seul ennemi finalement c'est leur propre apathie, je cite. Il a raison, il faut aimer toutes les consoles. Voilà, non mais... Et puis ça tombe bien, RetroArch est déjà fonctionnel sur Xbox Series. C'est même légal en plus, puisque chaque Xbox en fait, chaque Xbox One et donc Series, peut être utilisée comme une machine de développement. C'est incroyable ça, je trouve. D'ailleurs, il faut s'inscrire comme dev sur le Windows Store, ça coûte 20 balles, je pense, un truc comme ça, et suivre la procédure. Et comme LibRetro, il est déjà disponible sur Xbox One, qui offrait déjà cette possibilité, RetroArch est fonctionnel sur Xbox. C'est comme ça qu'on se retrouve avec une Series S qui émule une PS2, alors que la PlayStation 5 ne le fait pas. Alors c'est sûr, avec le matos des nouvelles consoles, tout émulé de la NES à la Wii en passant par la Dreamcast et la PSP, évidemment c'est du gâteau. Tout est parfaitement fluide, même plus fluide qu'Assassin's Creed Valhalla, tu vois. C'est assez horrible. Bon, je suis méchant et un peu injuste, mais c'est vrai que les tests des premiers titres cross-platform ont été mitigés, avec un léger avantage pour la PlayStation 5, contre toute attente, puisque la Xbox a plus de puissance graphique brute. Sauf c'est le temps pour les développeurs de s'approprier la plateforme aussi. Oui, c'est exactement ça. Il faut apprendre à utiliser la puissance au mieux, et c'est autant un challenge pour les développeurs eux-mêmes d'ailleurs que pour les ingénieurs qui conçoivent le SDK. Il y a une mise à jour d'ailleurs d'Assassin's Creed qui réduit fortement les soucis sur Xbox.
apparemment, d'après Global Foundries, il réduirait les soucis en étant plus agressif sur la résolution dynamique. Donc, je sais pas si c'est vraiment... Enfin bon, en tous les cas, ça tire, il y a moins de tearing et il y a moins de baisse de framerate, qui sont pas énormes, hein, attention, c'est vraiment très très léger. Et de toute façon, sur Call of Duty, par exemple, la Xbox One, enfin la Xbox Series, s'en tire mieux. Alors, les noms, on y Ça va être très très pas. compliqué. La Xbox, je vais dire la Xbox X, je sais pas. Xbox X, voilà, je vais dire Xbox X. Donc, donc sur la Xbox X, sur Call of Duty, s'en tire en fait mieux que la machine de Sony. Donc, pour le moment, Sony a un petit peu d'avance sur les kits de développement qui ont été disponibles avant, qui apparemment sont bien faits et bien finis. C'est un peu plus compliqué pour Microsoft, mais ça va se tasser assez vite en fait. Et c'est vrai que la qualité du software, elle est parfois aussi, voire plus importante que la puissance brute. Et donc c'est vrai qu'on a hâte de voir un petit peu ce que ça donne, mais il va falloir quand même patienter encore au moins 2 ans, je pense, avant de voir des titres qui sont vraiment bien optimisés, parce que pour l'instant, il y a marqué titre dit optimisé pour Series X, mais bon, en fait, ils sont légèrement boostés pour Series X ou PlayStation 5, mais ils sont pas vraiment optimisés. Assassin's Creed, tu l'as vu sur PlayStation 4, il est magnifique. C'est juste qu'en fait, il est très beau sur PlayStation 4, et il est très beau et très fluide sur PlayStation 5, mais essentiellement, c'est la même chose. De toute façon, les PlayStation 5 et Series X sont globalement très proches en termes de config, et donc elles auront de très beaux titres, voilà, toutes les deux, et j'en doute absolument pas. Ça, c'était sur la partie console next-gen, mais on a aussi un petit peu d'actu alors autour du cloud gaming. En tout cas, on a Xbox qui aura bientôt une app pour les TV connectées, Guillaume. Ouais, c'est probable, écoute, c'est vrai que bientôt on n'aura peut-être plus à se préoccuper de tout ça. Phil Spencer évoque que Xbox pourrait devenir aussi une simple app pour télé. Ils ont un partenariat avec Samsung d'ailleurs. Alors cela se fera sans que Microsoft ne se retire du marché de la console, puisque Phil Spencer dit il pense pas que la Xbox X sera leur dernière machine. Bon, c'est con, mais ça me rassure en fait. C'est un peu, voilà, moi j'aime bien l'idée de console comme ça. S'il y avait plus du tout jamais de console, ça me ferait un petit pincement au cœur. Je suis peut-être en train de devenir vieux. Non, en fait, c'est une certitude. C'est même une triste évidence biologique. Mais bon, écoute, tant pis, consolons-nous, c'est le cas de le dire, avec Stadia. Et Stadia qui est la niaque, parce qu'apparemment, il y a... Ils ont entendu que tu les critiquais et que tu les annonçais comme morts, Guillaume. Exactement. Alors ils se réveillent, tu vois. Ben, c'est exactement ça. Et oui, j'avais dit qu'il y avait plus d'une centaine de jeux qui devaient arriver avant la fin de l'année. En fait, c'est 400 titres qui sont prévus, la plupart pour 2021. Et voilà. C'est pas mal quand même, Il y a, si vous voulez une liste mise à jour au fur et à mesure, il y en a une qui est faite par Android Police dans les notes de l'émission. Pour l'instant, la seule inconnue, c'est les exclus. Toujours pas d'infos pour le moment. Je sais en tout cas que sur Discord, il y en a plusieurs qui ont précommandé ou qui se tâtent à précommander Cyberpunk sur Stadia. Il y a notamment l'argument de recevoir le kit première là en début d'année prochaine si jamais vous précommandez donc ça marche. Cyberpunk. Comment ? Donc ça marche, c'est un argument qui porte. Donc a priori ça marche, mais il distribue aussi à l'appel du Stadia, notamment aux abonnés YouTube Premium. Je pense qu'ils ont la même stratégie que pour les Google Home à une époque, ils veulent en distribuer gratuitement le plus possible. Cela dit, encore une fois, je me pose la question si les performances sont vraiment au rendez-vous pour certaines approches, certains besoins, comme celles qu'ont décrites Pierre-Olivier Dibman. Ça peut être intéressant, c'est quelque chose à suivre. Au Japon, en tout cas, je suis sûr que tu attends le plus possible, Guillaume, j'imagine, la sortie du parc à thème Nintendo au Japon, dont tu avais déjà parlé, qui proposera une attraction Mario Kart. Mais alors Mario Kart, donc ce sera bien sur rail en vrai, mais tu auras aussi un casque avec des rajouts de réalité augmentée. Est-ce que tu es prêt à vomir dans des sacs aux couleurs de Todd, Guillaume, au Japon ? Mais volontiers, oui, bien sûr. Je l'attendrai avec une impatience douloureuse si c'était pas au Japon et que ça n'était pas assez loin, que c'était pas assez cher d'y aller. Et surtout en ce moment. Et qu'en plus de toute façon, ce soit absolument pas possible pour, disons, pour le futur, qu'on peut pas percevoir, à moyen terme. Ouais. Donc ouais, moi je suis très curieux de voir ce que ça donne, puisque c'est vrai qu'après Super Mario Kart, dans le salon, avec les petites cartes en plastique, maintenant c'est un grand 8 en fait, tout simplement, c'est des attractions de foire, mais en réalité augmentée. Alors j'ai pas très bien compris si tu pouvais toi envoyer des trucs sur la tronche des autres gens. Oui, et c'est ce qui fait qu'a priori chaque parcours est différent.
Mais du coup, qu'est-ce que ça fait, quoi, tu vois? Ah, je sais pas. Il y a sans doute des éléments de score que tu arrives à avoir à la fin. Tu peux gagner des coupes, je ça sais doit pas. être marrant quand même. Donc, C'est tout ce que je suis souhaite. assez En tout curieux. cas. De toute façon, je suis globalement assez curieux de voir la tronche, enfin, de voir fonctionner vraiment Super Mario World en vrai, puisque c'est la promesse, hein, ni plus ni moins, que de ce nouveau parc Universal. Donc, c'est vivement qu'il ouvre. Oui, ça serait très, très, très rigolo. On a hâte. Et puis peut-être dans 50 ans en Europe. Un petit mot sur Google DeepMind, sur l'intelligence artificielle, Guillaume, pour commencer notre rubrique en vrac. DeepMind, c'est une division donc qui a été rachetée par Google, et ils sont très célèbres pour faire des intelligences artificielles qui font des trucs extrêmement impressionnants, mais pas très très utiles jusqu'à maintenant. Voilà, c'est-à-dire jouer à des jeux vidéo ou des jeux de plateau, comme le Go effectivement, où ils sont devenus excessivement forts, plus forts que tous les humains. C'est assez incroyable. On vous rappelle le documentaire dont tu avais déjà parlé, qu'il faut voir, hein, ce sujet. Oui, il y a vraiment, voilà, c'est vraiment très très intéressant, mais on me dira, jouer au Go, oui, bon, ok. Est-ce qu'ils peuvent pas faire des trucs un petit peu plus utiles que ça? Eh ben oui, bien entendu. Et là, leur dernier fait d'armes, c'est d'avoir appliqué un algorithme qui s'appelle Fold Zero, donc à ce que fait Folding at Home. Donc, je sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est. En fait, une protéine, c'est une très grosse molécule, très compliquée. Et en fait, avoir la formule d'une protéine, ça donne des informations, mais ça donne pas toutes les informations que vous voulez. En fait, il vous manque la forme qu'elle a, cette protéine, dans l'espace. Puisque le problème, c'est que je pensais vraiment que c'était un codage, un peu comme l'ADN, une séquence, et que quelle que soit la forme, ça ne changeait rien. C'est intéressant. Non, c'est problématique, mais en fait, les chaînes d'acides aminés, elles sont molles, quoi. Elles bougent. Elles peuvent avoir plusieurs formes possibles. Et donc, quand tu as une formule de truc, c'est pas clair du tout, voire c'est carrément pas évident, de savoir comment elle va se positionner, donc quelle forme elle va avoir en 3 dimensions. Et donc ça, il faut faire des calculs pour le savoir. C'est des calculs excessivement compliqués. C'est tellement compliqué que ça a fait partie d'un des premiers projets de calcul sur grille distribués chez les particuliers. Donc comme SETI at Home, il y a eu Folding at Home. Folding at Home d'ailleurs qui a été utilisé dans la lutte contre le Covid, puisque il fallait savoir, c'était pour calculer la forme aussi qu'avait la protéine Spike, etc. Donc tout ça, c'est des gros calculs pour essayer de résoudre des systèmes physico-chimiques extrêmement compliqués. Et bon, j'avais déjà parlé d'intelligence artificielle qui était capable d'approximer des solvers pour de la physique. Il y a quelques épisodes de ça. Et en fait, l'idée de DeepMind, c'est de faire la même chose, mais pour les protéines. C'est-à-dire que globalement, il file à bouffer à cet algorithme-là, qui est un petit peu donc, évidemment, modifié pour l'occasion, hein. Il file à bouffer des formules, c'est-à-dire des formules de protéines et des formes de protéines, donc on connaît déjà, donc 170 000 à peu près. Ils entraînent ça sur une machine spécialisée avec 128 processeurs spécialisés, voilà, sur des TPU de Google. Et après, ils font de l'inférence sur des protéines qu'elle a jamais vues. Et l'intelligence artificielle, l'algorithme doit donc donner la forme que ça va avoir. Et ça marche plutôt bien, et surtout, ça marche très 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 vite. C'est-à-dire qu'en moins de 2 jours, ils sont capables d'avoir ce qu'ils prenaient avant des super ordinateurs monumentaux, quoi, à faire. Et donc ça marche bien, en fait, dans 2 tiers des cas, ça marche même vraiment très bien. Donc ils sont dans les enfin, après, si tu le fais en expérimental, tu retrouves les mêmes choses. Donc ça marche vraiment très très bien, et c'est très encourageant parce que ça veut dire qu'on peut utiliser donc l'intelligence artificielle pour accélérer la résolution de ce problème physico-chimique-là, même si il faut quand même se méfier. Parce que pour l'instant, c'est un post de blog, hein, c'est pas un article scientifique, oui. Ça va le devenir probablement, mais pour l'instant c'est pas un article scientifique, c'est un post de blog. Et surtout, c'est toujours pareil. Les intelligences artificielles, ce sont des choses qui approximent des fonctions extrêmement compliquées, et elles approximent les fonctions en se formant sur un set d'exemples. Ça veut dire aussi que... C'est plus de l'imitation que de la compréhension, en fait. C'est pas du tout de la compréhension. C'est de l'imitation, c'est-à-dire qu'en réalité... De toute façon... Je pense que la plupart des auditeurs ont fait de la régression linéaire au lycée ou ce genre de truc. C'est-à-dire, vous avez un nuage de points, vous voulez savoir quelle est la... Ils ont peut-être pas tous compris, mais... Ouais, bon, enfin, en tout cas, voilà, le but, il est assez simple, hein. Vous avez un nuage de points, un peu bordélique, vous essayez de savoir quelle est la droite et qui passe au plus proche de chacun des points. J'ai jamais fait ça, Guillaume. Bon, écoute, dans tous les cas, c'est une méthode d'optimisation qui approxime quelque part donc une fonction bordélique par une droite. Donc une droite, c'est un truc qui a 2 paramètres, hein.
et puis basta. Bon. En gros, donc vous trouvez la droite en vous entraînant en quelque sorte sur les exemples que vous avez, c'est-à-dire les points de votre échantillon. Bon, ben, en gros, le deep learning, c'est un peu pareil, mais au lieu d'avoir 2 paramètres, vous en avez watt milliards. Et bien entendu, la forme n'est pas une droite, la forme, elle a plusieurs formes possibles selon la structure de votre réseau. Bon. Mais en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une approximation, c'est-à-dire que vous trouvez une fonction qui approxime une fonction cherchée. Bon. Et vous la faites, et ça, c'est sur un set d'exemples. Donc ça peut marcher sur à peu près tout, en réalité. Mais effectivement, c'est de l'imitation. Ça veut dire aussi que les cas limites, c'est-à-dire que dans certains cas, il est quasi certain que certaines protéines vont se plier d'une manière que l'intelligence artificielle ne va pas comprendre, ne va pas réussir à reproduire, parce qu'elle est trop éloignée du set d'exemples sur lequel elle s'est entraînée. Et ça, évidemment, il faut le savoir, et il faut connaître les limitations qui sont inhérentes au modèle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit pour la totalité de tous les modèles de deep learning qu'on fait, c'est que ce sont des modèles qui sont très bons à certaines choses, qui ont des approximations très efficaces, mais qui ne sont pas parfaites, et il faut savoir une idée de leur imperfection, une idée aussi de leurs limites. Et ça, c'est un enjeu en soi. Ce qui me fait réfléchir aussi, c'est que, comme tu évoques le fait que aucune étude n'a été publiée pour l'instant, je pense que la revue par les pairs doit être très compliquée aussi sur la publication de ce type d'études. C'est un énorme problème. C'est même un énorme problème. En fait, le domaine de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, il a un énorme souci, c'est la reproductibilité des résultats. C'est ça. Tout simplement parce que les trucs, il y a énormément de choses qui sont produites, donc déjà, les reproduire tous, c'est une emmerde sans nom, puisqu'il y a des milliers et des milliers de trucs qui sont publiés chaque année. Mais en plus, reproduire une expérience, ça peut demander des ordinateurs monstrueux et des millions ou qui représentent des millions de dollars alloués dans le cloud. Et donc, tu peux les mettre en œuvre pour une étude parce que tu as les financements qui vont bien, mais ceux qui vont faire la revue et essayer de reproduire le dispositif vont probablement pas avoir les mêmes moyens. Quoi. C'est évident. GPT-3 de OpenAI. Comment tu reproduis GPT-3 ? C'est impossible. Enfin, je veux dire, personne n'a les moyens, ou quasiment aucune université n'a les moyens de reproduire GPT-3. C'est un truc qui coûte des dizaines de millions de dollars, parce que on parle toujours de GPT-3 pour l'entraîner, ça coûte 10 millions de dollars. Bon, oui, pour l'entraîner le modèle final, mais combien d'essais ils ont fait ? Combien d'essais erreurs ils ont fait pendant le développement ? Ça représente 10 fois plus, sans aucun doute. Donc, donc il y a un vrai problème de reproductibilité qui est un enjeu qui est essentiel en sciences. Qui a été d'ailleurs souligné par plusieurs chercheurs sur l'intelligence artificielle. Hein. C'est un vrai gros souci. À suivre, c'est un point très important à suivre et très intéressant aussi. Est-ce que tu as installé Tous Anti-Covid, Guillaume ? Est-ce que tu l'as toujours d'installer ? Oui, je l'ai toujours installé, effectivement. D'ailleurs, écoute, il est bien utile pour faire les attestations quand même, en plus de faire le suivi de contact. T'as pas un iPhone avec des raccourcis en un clic, toi ? Ah bon. Non, mais je n'en ai pas vraiment besoin, et d'ailleurs, sur mon téléphone, Tous Anti-Covid ne s'atteint pas tout seul. Mais bon, bref. En tout cas, Tous Anti-Covid va changer un petit peu ses critères de sélection, puisqu'apparemment, il va être un petit peu plus vigilant, et donc il va détecter les personnes qui sont plus... Enfin, il va s'activer plus souvent. Donc les personnes qui restent à une distance inférieure ou égale à 1 mètre pendant 5 minutes suffiront à envoyer une alerte, et si elles restent à une distance supérieure à 1 mètre, mais ou à entre 1 mètre et 2 mètres donc, mais pendant 15 minutes, ça enverra aussi un signal. Donc, une alerte, pardon. Donc c'est plutôt mieux, je pense, parce que effectivement, selon ce que tu fais, 5 minutes, ça peut suffire pour te contaminer. Bon, cela dit, évidemment, il y a toujours la question sur laquelle, comment avec un Bluetooth on est précis à ce point ? Bon, est-ce que c'est possible ? Ça va dépendre probablement des téléphones, malheureusement, mais bon. Tu soulignes le fait que sur iOS elle s'éteint et alors pour aller dans le sens de ce que tu soulignes, bon on sait tous qu'effectivement ça s'éteint et que c'est pas tenable, d'autant plus qu'ils ont pas pris les API d'Apple en développant cette application. Mais tu sais que naïvement, régulièrement, j'y retourne sur cette app pour voir s'il me demande de la relancer, parce que de temps en temps, en plus j'ai des notifications qui me disent de temps en temps relancez-la sur iOS. Et j'ai toujours le bouton désactiver Tous Anti-Covid et elle est toujours en vert. Donc facialement, elle fonctionne très bien. Après, dans le fond, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de données qui soient...
J'espère pour eux. On a fait le tour de tous les sujets qu'on voulait vous partager pour cette émission de Tech Café, pour cet épisode. Je me dois quand même de vous rappeler les incontournables. Je vais vous les rappeler très très rapidement. Vos devoirs à la maison pour la semaine prochaine. D'une part, c'est d'aller envisager de soutenir Tech Café sur Patreon, patreon.com/techcafé, de vous inscrire sur notre serveur Discord. Vous avez le lien dans les notes de l'émission et vous pouvez contribuer aux rubriques que vous voulez et lire ce que vous voulez dans Discord et profiter de la bonne ambiance, mais aussi et surtout de vous abonner sur Instagram Tech Café Podcast pour suivre les news quotidiennes. Je vous invite, si vous l'avez pas déjà fait, à vous intéresser à la domotique parce que c'est un sujet d'une part assez fascinant, mais surtout il y a plein d'épisodes de Tech Café domotique qui vont vous parler de domotique et qui vont tout vous expliquer. Vous pouvez remonter sur les premiers épisodes, tous sont catégorisés sur le site techcafé.fr et vous avez notamment le dernier épisode de Tech Café Domotique qu'on a publié en fin de semaine dernière. Quand je dis on a publié, je ne suis pas présent dans Tech Café Domotique, mais on l'a publié vendredi, où on parle de Home Assistant, qui est un outil que vous installez sur, par exemple, un Raspberry chez vous et qui vous fait serveur domotique et qui va vous permettre d'interfacer plein d'appareils qui sont pas censés se parler entre eux à la base. C'est un outil qui est très prisé. Il y en a beaucoup qui parle de JDOM, on avait longuement parlé de JDOM à plusieurs reprises dans Tech Café Domotique et on nous demandait de parler d'Home Assistant, ça a été très demandé, l'épisode est enfin sorti et l'équipe est allée chercher un contributeur francophone au projet Home Assistant qui est très pédagogue, je suis sûr que ça va vous intéresser. Et puis allez, si vous en avez pas assez de tous ces podcasts, évidemment, surtout allez jeter un coup d'œil à paracult.fr. On a parlé, Guillaume et moi, de Plague Tale et Innocence et là aussi sur Discord il y a eu des retours qui disent merci de l'avoir suggéré, c'est magnifique. Et je vous ai parlé dans une toute autre mesure, moi, des Tower Defense, ces jeux sur lesquels vous vous installez des tours pour empêcher les ennemis de pénétrer sur votre terrain. Vous avez plein de choses à faire si jamais vous voulez profiter un petit peu plus de l'écosystème Tech Café. En attendant, je vous propose de vous rappeler où est-ce qu'on peut nous joindre à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, je pense qu'on va on va me retrouver en train d'essayer de faire booter Windows 95 sur cassette là pendant les prochains jours. En passant par un vinyle ou pas ? Non, t'as pas de presse. Ah non, mais j'ai pas de presse vinyle. Mais par contre, peut-être les cassettes, ça, je peux trouver. Intéressant. Ça me rappelle les cassettes qu'on mettait dans le TO8 à l'époque. Vous me retrouvez moi sur guillaumevendée.fr où tous les 15 jours dans un épisode de Relife, un podcast sur l'amélioration du quotidien. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.